Salut à tous, c'est Guillaume Cassard, et aujourd'hui l'alien a décidé de se foutre sur la gueule avec un autre extraterrestre. Voyons un peu l'étendue des dégâts. En 1987, soit un an après la sortie d'Aliens, le public découvre une nouvelle race d'extraterrestres tout aussi féroce et impitoyable que les xénomorphes. Réalisé par John McTiernan et avec Arnold Schwarzenegger dans le rôle titre, Predator, produit par la Fox, raconte le face-à-face entre une unité d'élite surentraînée composée de gros bras a priori invincibles menés par Dutch et une créature mystérieuse à la technologie avancée qui s'est mise en tête de les prendre en chasse un par un dans une jungle d'Amérique centrale. On était alors en pleine période Rambo et compagnie et le cinéma d'action débordait de testostérone. Mais la grande force de Predator, ça a été de prendre cette mode à revers. Ça a commencé comme n'importe quel autre film d'action de l'époque, avec fusillade, explosion et punchline, puis ça partait dans une toute autre direction, plus subtile et entièrement basée sur le suspense. Ces personnages qui venaient de faire une incroyable démonstration de force contre tout un régiment de guérilleros semblent complètement à la ramasse face à cette menace invisible, représentation d'une toute puissante nature, et on n'était pas habitué à ça. C'est finalement moins en faisant jouer ses muscles que son cerveau que Dutch, le dernier survivant, parviendra à en venir à bout. Et donc Predator, c'était vachement bien. On doit principalement cette réussite à John McTiernan, dont la mise en scène intelligente a fait de Predator autre chose qu'un film d'action bourrin, et à Stan Winston qui, aidé par James Cameron, a créé un superbe design pour la créature, l'imposant immédiatement dans l'imaginaire collectif. Vous avez pas vu Predator? Sérieux les gars? Suite au succès du film, l'éditeur de comics Dark Horse se dit qu'il y avait du potentiel pour éditer une série basée sur l'extraterrestre, réitérant ainsi le procédé qui avait porté ses fruits quelques années plus tôt avec la saga Alien, également adaptée en comics. À la fin des années 80, pendant un meeting chez Dark Horse Comics, l'auteur Chris Warner proposa l'idée de faire se rencontrer les deux créatures et ainsi naquit Alien vs Predator. Le comics, publié en février 1990, fut un énorme succès et les deux créatures appartenant à la Fox, en tirer un film était tout à fait concevable. Et quand, dans Predator 2 sorti en 90, un crâne alien fut disposé dans la salle des trophées du vaisseau Predator, l'idée commença à devenir concrète. Le scénariste Peter Briggs commença donc à plancher sur ce projet dès l'année 91 alors qu'Alien 3 était en production, mais il fit ceci de son côté, sans l'autorisation de la Fox. Finalement, quand l'agent de Briggs présenta le script au studio, il fut reçu avec enthousiasme et immédiatement acheté. Le scénario suivait la trame du comics et prenait place sur la planète Ryushi où était établie une colonie humaine rappelant celle de Hadley's Hope vue dans Aliens. Le principe était simple, des prédateurs retiennent captive une reine alien dans leur vaisseau et la forcent à pondre des œufs qui sont ensuite transférés dans une zone propice. Dans le film, cette zone s'avère bien sûr être la colonie basée sur la planète Ryushi. Une fois les œufs en place, les prédateurs n'ont alors plus qu'à attendre que les colons donnent naissance aux aliens pour partir chasser ces derniers. Les colons survivants, pris entre deux feux, devaient quant à eux faire leur possible pour survivre, menés par Hiroko Noguchi, une femme dans la grande tradition des films de la saga Alien. Après l'achat du script par la Fox, Briggs effectua plusieurs révisions sur ce dernier, espérant que le film entre en production après la sortie d'Alien 3. Sauf que chez certains producteurs, l'idée ne passe pas, et principalement du côté de Brandywine, où David Giller y était farouchement opposé, estimant qu'un tel projet aurait pour effet de jeter le discrédit sur la saga Alien. Bref, le projet tombe à l'eau, mais l'idée n'est pas totalement abandonnée, et constituera même l'une des raisons pour lesquelles Sigourney Weaver s'engagea sur Alien la Résurrection, justement pour empêcher Alien vs Predator de voir le jour. Sauf qu'à Hollywood, rien ne se perd. En tout cas pas les idées susceptibles de rapporter du pognon. En 2002, Paul W.S. Anderson, qui je le rappelle avait failli mettre en scène Alien 4, sort tout juste du succès de Resident Evil, adaptation du jeu vidéo culte qu'il a écrit et réalisé. Et dont j'ai fait une magnifique rétrospective en deux parties. Je dis ça, je dis rien. Anderson fait alors la rencontre de John Davis, le producteur de la saga Predator. Ce dernier lui demande alors ce qu'il pense du concept Alien vs Predator. Anderson, emballé, lui répond qu'il y réfléchit depuis plusieurs années et qu'il a donc un pitch tout prêt à lui proposer. Davis l'écoute et est enthousiaste. C'est selon lui le meilleur de tous les pitchs qu'on lui a fait sur ce projet et il court le proposer à la Fox qui lance le feu vert. Anderson écrira et réalisera donc le film Alien vs Predator aux grandes dames de Sigourney Weaver ainsi que de James Cameron dont le projet Alien 5 tombe à l'eau. Ah ça pique quand même. Le script d'Anderson reprenait certains éléments du comics original avec des prédateurs retenant captive une reine alien, mais laissa tomber l'iconographie SF pour se tourner vers une imagerie inédite au sein de la saga Alien. Son inspiration trouva en fait sa source dans le scénario original d'Alien écrit par Dan O'Bannon. En effet, dans une séquence qui ne fut jamais tournée, Kane, Lambert et Dallas devaient explorer une pyramide sur LV-426. C'était là qu'ils y trouvaient les œufs et non pas dans le vaisseau comme ce fut finalement le cas dans le film. L'idée de la pyramide fut donc reprise par Anderson et celle-ci servirait de décor à son film. Contre toute attente, son scénario se situerait sur Terre de nos jours et non pas sur une planète lointaine et dans le futur, ce à quoi la saga Alien nous avait habitués. Alien vs Predator serait donc un préquel d'Alien en même temps qu'une suite à Predator. Néanmoins, malgré toutes les années qui séparaient son script de la saga Alien, Anderson tenait à ce qu'il y ait un lien narratif entre les deux. Ce fut donc la compagnie Weyland, dirigée par Charles Bishop Weyland, interprété par Lance Henriksen qui avait déjà prêté ses traits à l'android Bishop dans Aliens. L'android aurait donc été conçu d'après les traits du fondateur de la compagnie, en hommage posthume. Le script achevé, Anderson s'entoura d'un casting cosmopolite et principalement européen, avec notamment l'italien Raoul Bova, la Frenchie Agathe Doula-Boulet et l'écossais Ewen Bremer. Après avoir auditionné plusieurs centaines d'actrices, il jette finalement son
sont dévolues sur Sana Alaysan pour le rôle d'Alexa Woods, personnage principal du film. Le tournage démarra ensuite en fin d'année 2003. Doté d'un budget de 60 millions de dollars, il fut délocalisé à Prague en République tchèque, où la main-d'œuvre était beaucoup moins chère qu'aux États-Unis. Parce que 60 millions de dollars c'est bien, mais en même temps c'est peu considérant le nombre de décors et d'effets spéciaux qu'allait contenir le film. À Prague, les conditions de tournage sont rudes. L'hiver est exceptionnellement froid, atteignant parfois les -20°C, et les plateaux ne sont pas chauffés en conséquence. Par chance, si on peut dire, ces conditions vont paradoxalement s'avérer très utiles pour les comédiens. En effet, le film est censé se dérouler en Antarctique. Et comme vous pouvez le voir, en Antarctique, il fait froid. Pas hyper compliqué donc de faire semblant d'avoir froid quand on a effectivement très froid. En plus du froid, les cascades furent également source de problèmes, et le comédien Carsten Norgard se brisa carrément une côte lors du tournage d'un combat entre lui et un Predator. Anderson lui-même ne fut pas en reste et fit une chute importante dans l'un des décors du film, se blessant légèrement au niveau de la tête, ce qui lui valut de se faire raser le crâne. Beau gosse! Bref, les journées sont exténuantes pour tout le monde, c'est du 7 jours sur 7 de très tôt le matin jusqu'à très tard le soir dans des conditions pas évidentes, et avec pour seul but de boucler le plus de prises qu'il est possible de faire en une journée. Le tournage marathon s'achève finalement en février 2004 au sommet du Mont Blanc, dans des conditions de tournage une nouvelle fois extrêmes. La post-production fut ensuite lancée, et ce fut un nouveau marathon car le film devait être prêt pour une sortie 6 mois plus tard, le 13 août 2004 aux États-Unis. Fort heureusement, la majeure partie des effets spéciaux avaient été réalisés devant les caméras, et c'est une quantité relativement raisonnable de plans qui allait être conçue à l'aide d'effets spéciaux numériques. La musique fut composée par Harald Klösser, qui venait alors de signer la BO du jour d'après de Roland Emmerich, et qui était encore en train d'enregistrer à peine 2 semaines avant la sortie du film. Et donc, le film sortit. Ça faisait des années qu'on en parlait, certains l'attendaient avec excitation, d'autres le redoutaient, et ça y est, il était là, le film qui réunissait les aliens et les Predators. Et il s'est fait défoncer par la critique, mais il a rapporté du pognon. Avec 80 millions de recettes domestiques pour un total de 172 millions au box-office mondial, ce fut un bon retour sur investissement à défaut d'être le plus gros succès de l'année. Alien vs Predator démarre alors qu'un satellite appartenant à la compagnie Welland détecte une vague de chaleur anormale en Antarctique. Ce réchauffement climatique c'est quelque chose, hein. Là, à 600 mètres sous les glaces, se trouve en réalité une pyramide telle qu'on n'en a jamais vue sur Terre, rassemblant les caractéristiques de plusieurs civilisations différentes. Charles Bishop Welland, bien décidé à laisser son nom dans l'histoire, organise alors une expédition menée par Alexa Woods pour explorer ce qui pourrait bien remettre en question toutes nos croyances historiques. Sauf que le piège se referme bientôt sur le groupe d'hommes et de femmes. Alors que 3 prédateurs arrivent sur les lieux pour passer leur rite de passage à l'âge adulte, dans la pyramide, une reine alien s'éveille et commence à pondre. La chasse va pouvoir commencer, et quel que soit le vainqueur, les humains seront perdants. Alien vs Predator se tape une sale petite réputation au sein de la communauté cinéphile. Alors certes, on n'atteint jamais le niveau de qualité d'un film de la saga Alien, mais personnellement, je le trouve tout à fait regardable. Déjà, le pitch de base est assez original, et Anderson parvient à donner un souffle nouveau aux 2 créatures, dans le sens où on les avait jamais vues évoluer dans un environnement pareil. Les décors sont par ailleurs fabuleux, comme toute la direction artistique de manière générale. Concernant les créatures elles-mêmes, leur conception est une nouvelle fois gérée par Alec Gillis et Tom Woodruff Jr. de AGI. Pendant la période de pré-production, considérant la masse de travail qui les attendait, ils demandèrent 9 mois de préparation mais n'en obtinrent que 4. Le résultat est donc d'autant plus impressionnant. Les monstres sont criants de réalisme et mis en valeur par une photographie qui a l'intelligence de ne pas trop nous les montrer en pleine lumière à l'inverse du film précédent. Les décors étant plutôt sombres et leur palette principalement basée sur des teintes de noir, on est très loin du 4e opus à ce niveau-là et on retrouve un poil de mystère. Un poil. Parce que bon, les créatures, on les voit quand même pas mal. Les effets en CGI sont quant à eux bien plus réussis que dans Résurrection, car utilisés avec intelligence. C'est très rare qu'on voit un alien en full CGI par exemple. En général, c'est un mix entre effets pratiques et images de synthèse, ce qui donne un résultat bien plus naturel. Concernant la mise en scène, elle est plutôt efficace, et ce gros geek d'Anderson fait le taf avec un plaisir communicatif. La séquence de combat entre Alien et Predator, bourrine et régressive à souhait, est franchement jouissive, et Anderson, plutôt inspiré, arrive même à placer quelques plans iconiques ici et là comme le face-à-face entre les 2 monstres. Le film est d'ailleurs riche en idées de mise en scène assez cool, jouant sur les formes et les lumières comme au tout début où on croit apercevoir une reine alien alors qu'il s'agit en fait d'un satellite, ou quand le vaisseau Predator passe au-dessus d'un personnage sans qu'il ne s'en rende compte. Et ouais, fut un temps, Anderson avait des idées cool. Et même au niveau du scénar, il y a des concepts sympas. L'idée de la pyramide et tout le folklore qui l'entoure avec les Predators est en réalité basée sur une véritable théorie. Anderson s'est en effet inspiré des travaux de Eric van Daniken, connu pour son ouvrage Chariots of Gods ou Présence des extraterrestres en France. Dans cet ouvrage, Daniken évoque les surprenantes similarités existant entre les pyramides égyptiennes, cambodgiennes et aztèques. Surprenantes car il est tout simplement impossible que ces civilisations se soient côtoyées. Daniken a alors apporté ce qui paraît être la réponse la plus logique. Bah c'est des extraterrestres qui ont aidé les humains à bâtir des pyramides, donc forcément elles se ressemblent. Logique. Just think about it quoi. Du coup, il n'y avait plus qu'à dire que les extraterrestres en question, c'était des Predators. Bon, le concept est un peu couillon en vrai, mais ce que je voulais dire, c'est qu'Anderson n'a pas sorti ça de nulle part. Il s'est appuyé sur de véritables théories. Il y a des recherches derrière tout ça, et ça, il faut le souligner. Mais comme vous le savez, tout n'est pas rose pour autant. L'aspect humain du film n'est pas franchement réussi, et malgré la bonne volonté des acteurs, les personnages manquent cruellement de charisme. Ils sont hyper fades en fait. Alexa Woods, le personnage principal qui prend la relève de Ripley, manque d'épaisseur et n'a malheureusement pas les épaules pour porter le film, même si l'actrice est bonne. Douée. Bande de cons. Concernant les seconds rôles, les rares personnages disposant d'un peu de potentiel dramatique meurent beaucoup trop vite, comme Welland par exemple. Bref, Alien vs Predator vaut clairement plus pour ses décors et ses scènes d'action que pour ses personnages et l'émotion qu'ils nous procurent. En plus de ça, le film a un léger problème de rythme. Pour cause, le premier face-à-face entre les créatures a lieu au bout de pratiquement 1 heure de film. C'est un poil long.
Mais Anderson justifie ce parti pris en citant Aliens qu'il a pris pour modèle, ce dernier étant un film qui prend le temps de mettre en place son intrigue avant de passer à l'action. Paul, c'est cool. Tu es plein de bonne volonté. En tout cas, à cette époque-là, tu l'étais. Le truc, Paul, c'est qu'Aliens, il dure plus de 2 heures. Cameron, il avait tout le temps de faire de l'exposition et de présenter ses personnages. Toi, le tien, il fait à peine 1h40. Alors si t'attends 1 heure avant le face-à-face entre tes deux monstres, bah ça peut vite devenir frustrant. Et ça c'est assez dommage, parce que la première heure est loin d'être chiante en vérité, c'est même assez rythmé, et le mystère qui entoure la pyramide fait qu'on a très envie d'en savoir plus. Mais quand arrive enfin la première confrontation, et que le film est censé véritablement prendre son envol, bah ça s'essouffle. Tous les personnages meurent très rapidement, et boum, il reste plus qu'une trentaine de minutes de film. Il y a vraiment un côté bâclé en fait, et c'est bizarre. Et même si l'épilogue qui nous permet de voir la reine alien dans toute sa gloire de sale pute après une apparition anecdotique dans Alien 4 est plutôt réussi, le milieu du film laisse vraiment un goût amer dans la bouche, une sensation d'inachevé qui nous laisse sur notre faim. L'autre gros défaut du film, c'est l'absence de moments de pure tension. Le film reste globalement assez gentil et niveau violence, sans doute pour s'assurer un classement PG-13 aux USA lui permettant d'être visible du plus grand nombre. La mise en scène n'impose donc jamais de séquences basées sur la peur, et c'est vraiment dommage, parce qu'Anderson est très fan de la saga Alien, mais au final on sent bien plus l'influence d'Alien dans son Event Horizon que dans Alien vs Predator. Bref, Alien vs Predator est un film d'action cool à regarder qui n'a pas d'ambition autre que celle de divertir, et c'est déjà assez noble de sa part. C'est rien de plus qu'un fantasme de geek qu'il fallait bien réaliser un jour ou l'autre. Ça a été fait, ça a pas été spécialement loupé ni spécialement réussi, mais voilà, c'est fait, ça n'a pas effacé les films aliens, ils sont toujours là, bref, on n'en parle plus. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, et je vous dis à la semaine prochaine pour parler du préquel d'Alien. Salut! Quoi? Ah non, pas moyen, c'est mort, direct c'est mort, que dalle, je le ferai pas. Putain. À la fin d'Alien vs Predator, Anderson n'a pas pu s'empêcher d'intégrer la créature que tous les geeks attendaient, l'hybride entre Alien et Predator, le Predalien. Si le bonhomme a affirmé à plusieurs reprises qu'il avait toujours considéré EVP comme un film solo, qui ne nécessitait pas de suite, son scénario facilement trouvable sur le net vient pourtant contredire son propos. Anderson avait donc très certainement quelques idées en stock concernant la suite, avec le retour du personnage de Lex qui ferait sans doute face au Predalien. Sauf que ça s'est pas passé comme ça. Et je pense qu'on peut ressentir une pointe de regret, parce que quand on voit ce à quoi on a eu droit à la place... Du coup, Paul, la prochaine fois, ton cliffhanger, tu te le mets dans le cul, bien cordialement. Allez, c'est parti. Donc, Aliens vs Predator Requiem. Suite au succès respectable d'EVP, la Fox fut encline à remettre ça pour un deuxième round entre les deux créatures extraterrestres. Anderson étant déjà bien occupé avec Resident Evil Extinction et Death Race, il passa son tour. C'est donc le scénariste Shane Salerno, qui avait assisté Anderson sur le premier volet en peaufinant personnages et dialogues, qui fut chargé par la Fox de réfléchir à cette suite. Et si possible qu'elle coûte pas trop cher. Salerno rédigea donc deux scripts différents. Dans le premier, un vaisseau Predator s'écrasait en Afghanistan et ça partait en couille comme vous pouvez l'imaginer. Dans le second, un vaisseau Predator s'écrasait dans une petite ville américaine et ça partait en couille comme vous pouvez l'imaginer. Ça ne s'invente pas. C'est le second script qui reçut l'aval de la Fox qui se mit alors à la recherche d'un réalisateur. Rapidement, Tom Woodruff Jr. et Alec Gillis, les spécialistes des effets spéciaux, se proposent comme metteurs en scène, mais la Fox les recale et propose le projet aux frères Strauss. Qui? Les frères Strauss. C'est qui? Les frères Strauss sont des superviseurs d'effets spéciaux plutôt réputés à Hollywood et qui ont fondé Hydraulix. Hydraulix le Gaulois? Hydraulix, c'est une boîte d'effets spéciaux qui a notamment bossé sur Titanic, 300, Avengers, bref, pas mal de blockbusters. En plus de leur job dans les effets spéciaux, les deux frangins ont également touché à la réalisation en mettant en scène divers clips et pubs pour la télévision. Leur clip pour Californication des Red Hot Chili Peppers leur avait d'ailleurs fait remporter le prix de la meilleure direction artistique au MTV Video Music Award de 2000. Ils ont donc une certaine expérience, les bonhommes. Greg et Colin héritent donc de la mise en scène de ce deuxième volet d'EVP au printemps 2006, mais il ne s'agissait pas de leur premier contact avec cette saga. En effet, étant d'énormes fans d'Aliens depuis qu'ils l'ont découvert étant gamins, ils avaient pitché une idée à la Fox quelques années plus tôt en espérant mettre en scène le premier volet d'EVP. Ils avaient alors en tête un film très ambitieux se déroulant dans l'espace, mais la Fox voulant éviter de casquer, leur projet rejoignait la longue liste de pitch pas validés d'EVP. Ce second volet serait donc l'occasion pour eux de s'amuser avec leur monstre préféré, sauf que quand ils arrivent sur le projet, ils constatent que le script est déjà écrit, et pas question d'aller dans l'espace. Qu'à cela ne tienne, ils réécrivirent le scénario et y ajoutèrent quelques idées à eux, notamment une scène se passant sur la planète d'origine des Predators. Sauf que pas le temps de niaiser. Pas le temps de niaiser parce qu'on est au printemps et que le tournage doit commencer en septembre. Allez hop, on s'active. La pré-production a donc lieu dans une certaine précipitation, et le budget serré de 40 millions de dollars alloués par la Fox les oblige à effectuer des coupures dans le scénario. Pendant ce temps, chez ADI, c'est un peu la panique, et entre le manque de temps et de budget, on recycla carrément les moules des corps utilisés pour les aliens d'EVP et Alien Résurrection. Seules les têtes allaient être de nouveau conçues de A à Z, les frères Strauss ayant des idées bien arrêtées sur ce à quoi les aliens devaient ressembler. Ils devaient ressembler à ceux d'Aliens. Aliens vs Predator Survival of the Fittest démarre donc son tournage de 52 jours à Vancouver en septembre 2006 avec un casting entièrement nouveau. On y trouve principalement des acteurs de séries télé comme Rico Ellsworth, Steven Pasquale et John Ortiz.
Une fois de plus, c'est la course et il faut aller au plus vite. Les deux frères n'ont pas le temps nécessaire pour espérer répéter les scènes d'action convenablement et doivent donc faire au mieux en espérant que ça rentre bien une fois monté. Action! Ici ça passe. Les effets pratiques sont une fois de plus privilégiés aux effets numériques et énormément d'effets sont réalisés en direct devant la caméra. Le tournage s'achève en novembre 2006 et, le film étant prévu pour la fin d'année 2007, les frères Strauss disposent cette fois d'assez de temps pour peaufiner montage et effets spéciaux qu'ils confient du coup à leur société Hydraulix. Y a pas de petit profit. Pendant cette période, les deux frangins donnent plusieurs interviews dans lesquelles ils annoncent un film très différent du précédent, au ton beaucoup plus adulte. Ils mettent l'accent sur l'aspect gore du long métrage, qu'ils souhaitent aussi intense que possible, et donnent rendez-vous à tous les fans pour ce qu'ils annoncent comme étant la rencontre au sommet des deux créatures. Et on aurait presque envie d'y croire. Bref, le film, finalement renommé AVP Requiem, sort finalement à la date prévue, soit le 25 décembre 2007. Alors ça c'est du cadeau de Noël de ouf. Sauf que les critiques sont désastreuses et le film rentre tout juste dans ses frais aux USA, y rapportant 40 millions de $, soit moitié moins que le premier. En comptant les recettes à l'international, le film atteindra les 130 millions, mais bon, on peut pas parler d'un succès tonitruant. Ça c'est bizarre. Du coup, de quoi il parle cet épisode? AVP Requiem démarre pile au moment où se finissait le précédent, soit pendant la naissance du Prédalien. La créature grandit et fout le bordel dans le vaisseau Predator qui s'écrase dans une forêt du Colorado près de la petite ville de Gunnison. Malheureusement, le Prédalien survit au crash ainsi que des facehuggers transportés par le vaisseau. Les aliens commencent donc à envahir la ville, mais un Predator solitaire se joint à la fête pour éliminer la menace et effacer toute trace de présence alien. Les personnages, une bande de nazes pas franchement charismatique menée par un certain Dallas, devront donc faire de leur mieux pour espérer quitter la ville au plus vite. Alors, Aliens vs Predator Requiem. Comment dire ça gentiment? C'est de la merde. C'est de la merde de A à Z. On va commencer par ce qui saute aux yeux. Bah, y a rien qui saute aux yeux en fait. Parce qu'on n'y voit rien dans ce putain de film. On n'y voit que dalle, il y a clairement une volonté de laisser les créatures dans l'ombre pour les rendre plus effrayantes, et c'est un point de vue qui se défend, mais là c'est allé beaucoup trop loin. Il y a une différence entre laisser les créatures dans l'ombre et pas capter un broc de ce qui se passe à l'écran parce que Gilou a oublié d'allumer les putains de spots lumineux. Sans déconner, mais regardez-moi ça quoi. C'est incroyable, impossible de percevoir quoi que ce soit. Du coup niveau confort de visionnage, c'est clairement pas top. À se demander s'ils ont pas cherché à utiliser cette obscurité comme cache-misère. Je rappelle que ADI n'a eu que très peu de temps pour concevoir les créatures, avec un budget modeste, et leur rendu était peut-être pas au niveau. Je dis peut-être parce que bon, de toute façon on les voit pas. Ou peut-être que les frères Strauss, dont c'était le premier long métrage, n'avaient tout simplement aucune idée de la façon dont il fallait filmer les créatures pour les rendre effrayantes, du coup ils ont préféré les laisser dans l'ombre. Il y a plein d'explications possibles en vérité, mais le fait est que ça relève d'un niveau d'incompétence assez dingue. Le pire dans cette histoire, c'est que dans la bande-annonce, les plans sont bien éclairés et tout ce qui se passe à l'écran est visible. L'obscurité a donc été rajoutée en post-production. Pourquoi vous avez fait ça les frères Strauss? Je commence à me dire que c'est parce que vous êtes des gros nuls en fait. On sent que la mise en scène n'est pas franchement maîtrisée, et notamment dans les scènes de combat. Les combats du premier opus étaient assez jouissifs, il y en avait peu mais ils étaient agréables à regarder et foutrement divertissants. Ici, rien. Aucune idée de mise en scène, aucune chorégraphie quelle qu'elle soit. Le Predator arrive dans un lieu, tire sur les aliens, en rate certains, en touche d'autres, le Prédalien débarque pour lui rappeler qu'il existe, lui fout une raclée, fin du round. Et le schéma se répète encore et encore. Dans les égouts, dans la centrale, dans l'hôpital, à la plage, à la ferme, à la montagne. Bref, on n'a même pas droit à une scène de combat un peu stylée pour marquer le coup. Pour ce qui est du scénar, cherchez pas, y en a pas. Y a juste un fil rouge avec les personnages qui cherchent à quitter la ville pendant que le Predator traque le Prédalien. Requiem ferait passer AVP pour un chef-d'œuvre d'écriture et de subtilité. Non mais c'est vrai quoi merde, AVP regorgeait d'idées, y en avait partout. Et je dis pas qu'elles étaient toutes extraordinaires, mais au moins y en avait. Dans une interview, les frères Strauss avaient critiqué les personnages d'AVP car selon eux, il était difficile de s'identifier à eux. Leur réponse à ça, des personnages complètement creux aux réactions parfois incompréhensibles. Ils ont leurs propres intrigues au début du film, mais aucune d'elles n'est jamais vraiment résolue, ou alors de façon complètement débile. Par exemple, l'un des personnages, Kelly, est une militaire qui rentre chez elle au début du film. Elle retrouve son mari et sa fille, mais cette dernière semble sur la réserve par rapport à sa mère. Situation classique, les événements du film vont faire que Kelly va retrouver petit à petit son statut de mère. Mais en fait que dalle. À partir du moment où les événements tournent mal, je crois qu'il n'y a pas une réplique d'échanger entre la mère et sa fille jusqu'à la toute fin du film. Oui t'inquiète, ton père est mort sauvagement étripé sous tes yeux par un monstre extraterrestre assoiffé de sang, tu feras sans doute des cauchemars pour le restant de tes jours, mais tout va bien. Et c'est le cas pour tous les personnages, aucun ne tire son épingle du jeu et il n'apporte strictement rien au film. Au final, AVP Requiem n'a rien à offrir si ce n'est des effets gore à foison. Au moins une promesse de tenue. Toute la promo du film était d'ailleurs axée sur le fait que Requiem serait classé R contrairement au film précédent, autorisant les réalisateurs à s'en donner à cœur joie en faisant couler des litres de sang tout au long du film. Au point que ça en devienne carrément gratuit et de très mauvais goût. Requiem est en fait traité comme un slasher pour ados qui enchaîne les effets gore dans l'espoir de créer de l'intensité. Sauf que rien à voir. Prenez le premier Alien, il y a quasiment pas de sang, juste dans une ou deux séquences. Et pourtant c'est un des films les plus intenses jamais réalisés. Mais comme diraient les frères Strauss, aujourd'hui on pourrait plus faire un film comme Alien, le rythme est beaucoup trop lent. Par contre c'est sûr qu'un film comme AVPR c'est intemporel hein. Bah ouais, ça a toujours existé les grosses merdes. Les frangins ont d'ailleurs l'air d'avoir une connaissance assez aiguë en matière de rythme. Je cite, tout est dans le rythme. Il faut une bonne dose d'effets gore toutes les 5 minutes, ou presque. Vous êtes trop con. Je vois pas le rapport entre rythme et effets gore. La preuve, votre film, il y a plein d'effets gore dedans. Et pourtant on se fait carrément chier en le regardant.
Et on se fait chier parce qu'il n'y a rien pour nous faire conserver notre intérêt. Sans des personnages ou une histoire intéressante, c'est dramatiquement vide. Et si même l'aspect visuel est raté, on n'a plus qu'à prendre son mal en patience en attendant le générique de fin. Le pire, c'est que les frères Strauss, ils avaient vraiment l'air d'y croire. Je cite encore, nous nous sommes tenus à bonne distance de tous les clichés qu'on peut voir dans les films d'action. Bah forcément, vous avez fait un putain de slasher. Du coup, vous utilisez tous les clichés qu'on voit dans les slashers. Concernant la BO composée par Brian Tyler, elle est assourdissante, et si elle reprend parfois des éléments des BO précédentes, elle le fait sans qu'il y ait de véritable cohérence. C'est donc pas du côté de la BO qu'on va trouver une qualité à ce film. Comme vous pouvez le voir, Requiem est tout à fait à la hauteur de sa réputation de pire film de la saga. J'ai un peu l'impression de tirer sur l'ambulance, mais le problème c'est que cette ambulance elle fait pas pimpon, elle fait tirez-moi dessus, tirez-moi dessus. C'est là que je me rends compte que cette vanne passait beaucoup mieux à l'écrit. Mais comme je l'ai dit, les frères Strauss, eux, ils y croyaient, et le film se termine donc sur un cliffhanger. Les humains sont désormais au courant que l'alien existe, et ils ont réussi à mettre la main sur une arme Predator qu'ils confient à une certaine Miss Yutani. De Weyland Yutani donc, pour boucler la boucle. Les frères Strauss avaient alors dans l'idée de situer le troisième film dans le futur, où les humains seraient désormais capables de voyager dans l'espace grâce au reverse engineering pratiqué sur l'arme Predator. Ils se rendraient donc sur la planète des aliens, sur laquelle un clan de Predator avait pris en chasse le roi alien, un énorme spécimen capable de voler. Et putain, heureusement qu'ils se sont arrêtés là. Face aux résultats en demi-teinte du film et aux critiques désastreuses, la Fox décida de ne pas aller plus loin avec cette saga, mais les dommages étaient faits. Pour le coup, Aliens vs Predator Requiem aura bien mis à mal le xénomorphe, chose que craignait David Giler au début des années 90 quand le projet fut discuté pour la première fois à la Fox. Et pour que la créature retrouve sa dignité, sa puissance évocatrice et sa place de meilleur monstre de l'histoire du cinéma, un retour aux sources s'imposait sans doute. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, et je vous dis à la semaine prochaine pour le préquel d'Alien. C'est bon cette fois ?